Fac. Discussion avec Jean-Philippe Bolduc, maraudeur pour le Red Black d'Ottawa dans la Ligue canadienne de football. De quoi qu'on a parlé? On a parlé un peu de sa fin de carrière à l'Université Laval, la transition quand il a commencé à jouer pro. Il s'est fait repêcher par Calgary. On a parlé de la transition à Ottawa. On a parlé un peu en méli-mélo. C'était pas vraiment chronologique, là, mais on a parlé pas mal des moments importants, mettons, là, dans sa carrière. Là, on a parlé aussi comment il gère son off-season. Avec le temps, là, comment son off-season il a changé, il s'est modifié avec le temps. Sinon... Sa coupe Grey à sa première année dans la Ligue canadienne. Son entraînement off-season particulier. Il fait du Muay Thai en Thaïlande. Exact. Pendant l'off-season, il a commencé ça fait 2 ans. Ouais. Un gars qui s'est sorti de sa zone de confort, là. Oui, c'est ça qu'on disait, ouais. Et ouais. Il prend tout le temps, il prend les moyens pour arriver. Il explique que lui, son corps, c'est avec ça qu'il gagne sa vie. Fait qu'il en prend soin, puis il investit dans son corps puis dans sa préparation. Puis tout ce qui l'a frappé aussi au début, quand il est arrivé dans la Ligue, la synergie entre les Américains, les Canadiens, les francophones, les idées préconçues aussi qu'il y avait de la Ligue avant d'arriver. Ouais, vraiment. Puis, non, c'est pas mal de ça qu'on a parlé. Ouais. Effectivement. Ouais. Il y a quand même 5 ans qu'il joue dans la Ligue. Quelqu'un qui s'engage dans des trucs puis qui performe quand il s'engage. Ouais. Puis, on commence? Oh, vas-y. Non, j'allais dire... Il va continuer à connaître du succès parce qu'il prend tous les moyens pour y arriver. Là. On commence comme ça, man. On commence comme ça. C'est parti. Bon podcast. Bon podcast. Tu sais, comment ça se passe de ce temps-ci avec le confinement et tout? En quoi, toi, ça t'a affecté dans ta préparation pour la prochaine saison? Ça a changé pas mal de choses pour moi. En le fond, moi, je suis revenu de voyage le 1er mars, juste avant que ça explose. Fait qu'on avait déjà un avant-goût, moi et ma copine. On est allé en Asie du Sud-Est. Puis déjà là-bas, on le sentait un peu que le monde commençait à être stressé. En plus, on avait eu une collection à Shanghai. Fait qu'en arrivant ici, on était déjà un step en avant de tout le monde. C'est sûr que depuis un bout de temps, c'est plus difficile de s'entraîner, mais j'ai couru pas mal. Puis j'ai fait un petit gym dans le garage, fait que j'ai des dumbbells, des poids, je m'entraîne un peu avec ce qu'on peut faire. Mais sinon, on a tourné l'appartement en centre de couturerie. Là, ma blonde est rendue couturière, on fait des masques à la maison qu'elle vend sur son site. Fait que j'ai hérité de quelques tâches, moi. C'est pas mal ça qui occupe mes journées de ce temps-ci. Mais sinon, tout le monde est en santé et on s'en sort bien. Fait qu'en général, dans la vie, tu es un joueur de football professionnel. Tu joues pour les Red Blacks de Ottawa. C'est quand que tu as commencé à penser que tu pouvais jouer au football professionnellement? Bien, c'est sûr que c'est pas au cégep. Je te dirais que c'est peut-être vers la 2e, 3e année universitaire. À un moment donné, j'ai regardé des gars qui réussissaient à aller jouer pro, avoir des shots. Je me disais, je pense que je pourrais, à moins m'essayer ou avoir, commencé à peut-être y penser. Fait que peut-être 2e, 3e année, là, non. C'était 2e année universitaire, là, j'ai commencé à. Première année, j'ai joué beaucoup à Laval, fait que j'étais comme un peu sur un nuage. Puis 2e année, j'ai dit, OK, là, je pense que j'ai hâte de me déniaiser puis de passer au prochain niveau éventuellement. Fait que je pense que ça a été bon pour moi universitaire parce que ça m'a motivé tout le temps à en faire plus pour aller jouer au prochain niveau. C'est pas juste être bon universitaire, mais être bon pour me démarquer au prochain niveau. Je pense que ça a été bon pour moi. Mais ouais, je pense qu'à Laval, là, ma 2e année, là, il y a eu comme un déclic qui s'est fait. Là, j'ai vu des finissants. Ils sont bons, eux autres, mais je ne suis pas si loin en arrière que ça. Fait que, ouais, 2e année universitaire. Pourquoi tu dis pas au cégep? Parce que tu te démarquais pas? Parce que tu te comparais? C'est drôle, c'est une bonne question parce que Jeff, il a dit, je pense que c'est le joueur le plus underrated qu'il a coaché. Ouais, on y arrivait, mais ouais. Non, au cégep, je pense que je viens d'un petit programme. Fait que quand je suis arrivé la première année à l'ANA, j'ai été blessé, je me suis cassé la main. Fait que j'ai quasiment pas joué la première année. Après ça, ma 2e année, j'ai joué pas mal, mais je pense que encore là, pour moi, le football au cégep, c'était très récréatif. Pour moi, j'étais bon, j'aimais ça.
Je m'investissais, je m'entraînais beaucoup. J'ai toujours travaillé fort, mais je pense que je n'étais pas rendu à penser à ça tout de suite. Je pensais juste à l'université, où ça me parlait d'aller. J'ai pas tant fait les démarches pour aller jouer NCAA plus qu'il faut. J'ai reçu des appels, des messages, mais ça n'a pas été. J'ai pas, comme certains autres gars, j'ai pas. Comme je revois les kids aujourd'hui, comme les efforts qu'ils font pour avoir une bourse NCAA, j'ai pas passé proche de faire ce qu'eux ont fait tout de suite. Fait que à y repenser, je pense que c'était plus récréatif. Puis à Lennox, dans ce temps-là, je ne sais plus comment c'est maintenant, mais on avait pas mal de fun. Fait que non, je n'étais pas rendu à penser à ça au cégep. C'était vraiment à l'université. Là. J'ai toujours trippé CFL. J'ai toujours été un grand fan des Alouettes quand j'étais gars. Je vendais des peanuts, des chips aux Alouettes. C'est comme ça que j'ai connu Will Roy et compagnie, la gang de chum. Mais je pense vraiment le but précis de jouer et de faire de l'argent à jouer au football, c'est vraiment arrivé à l'université. Tu mentionnes Lennox, puis tu dis que tu as eu du fun. Comment tu as choisi d'aller à Lennox? Moi, c'est pas la même façon que les autres personnes. Moi, j'étais pensionnaire au secondaire au Collège Bourget-Rigaud. J'avais eu tellement de fun. J'ai adoré. Je recommande à tous les parents qui vont écouter ça d'envoyer leurs enfants au pensionnat. C'était incroyable. Fait qu'à moi, c'était venu le temps de choisir un cégep. Il y avait juste John Abbott, Valleyfield, puis Lennox qui m'avait approché. Division 1, Division 2, Division 3. Puis moi, je voulais pas retourner chez. Je voulais pas aller chez moi. J'avais quasiment été jamais là de ma vie. Fait que je me disais, je pense que je suis confortable dans ça. Fait que le but, c'était de m'en aller un peu plus loin de chez nous, puis un appartement. Fait que quand Lennox m'a approché, puis que j'ai fait une visite avec mon père, on me rappelle, on était allé un samedi à Lennox en 2007. Puis Lennox était pourri cette année-là. Il revenait du bol d'or en 2006, puis c'est une année juste des recrues. Puis ils ont gagné une game cette année-là, puis c'était contre Garneau. Fait que moi, j'étais convaincu. Je ne connaissais pas encore ça, mais j'étais convaincu qu'il était vraiment bon. C'est tant que j'arrive l'année d'après qu'il me disait on a gagné une game l'année passée, c'est contre Garneau. J'ai dit hey, c'est la game où je suis venu. Fait que quand je suis allé à Lennox, on a vu un peu les installations, la vie de campus, possibilité d'apprendre l'anglais un peu, de me faire une immersion anglaise. Ça a été assez facile. J'ai même pas vraiment. Je regarde les jeunes aujourd'hui, puis tant mieux s'ils font ces affaires-là, mais je n'ai pas regardé c'était quoi le depth chart ou comment ça marchait. Bon, OK, ça a l'air le fun ici. C'est loin de chez nous, c'est en anglais, appartement, je vais avoir la paix. OK, c'est bon, je viens ici. Je regarde les JF, je dis je vais m'inscrire ici. Le JF me dit ouais, OK, c'est beau. On se voit en mai au camp de sélection. C'était comme de même dans ce temps-là, ça ne marchait pas comme on faisait plusieurs May camp qu'ils appelaient. Là. C'était vraiment le concept pour moi, c'est de partir de chez nous ou de rester, d'apprendre un peu à être indépendant ou de l'être encore plus, parce que je l'étais déjà pas mal. All right. Comment tu t'es. Fait que là, tu dis en 2-3e année, tu commences à penser que tu vas pouvoir jouer pro. Puis, une fois que tu finis à Laval, ta 5e année, comment est-ce que. 4e, ouais. C'est 4e, excuse-moi. Ouais. Comment est-ce que ça. Est-ce que tu avais déjà un plan avant de terminer ta 5e saison ou c'est quand la 4e saison ou c'est quand la 4e saison est arrivée que tu as commencé à. Moi, c'est une bonne question. Moi, mon coloc de longue date, là, je pense au cégep, à l'université, j'ai toujours quasiment peut-être Danny Gros, on a été comme 6-7 ans ensemble. Fait que Danny avait déjà passé 1 an avant moi dans le processus. Puis Danny avait été s'entraîner une année avant moi en Atlanta avec un trainer, un agent qui avait payé ça, avec d'autres gars, d'autres prospects NFL, tout ça. Fait que moi, ça me tentait de faire ça. Puis on va y revenir plus tard, je pense, mais c'est là que j'ai commencé à regarder des vidéos de UFC, puis de la Thaïlande, puis de Tiger Muay Thai. Puis on voyait des centres d'entraînement où les gars étaient juste focus à s'entraîner, puis ça m'intéressait, ça m'impressionnait, genre. Fait que quand est arrivé ce moment-là, moi, mes parents passaient une partie du temps des fêtes en Floride dans ce temps-là. Fait que je suis parti avec eux autres, puis j'en ai profité pour faire là, comme une pierre deux coups, m'entraîner en Floride dans un centre d'entraînement qui s'appelait Chamber Fitness, qui était un centre d'entraînement qui appartenait à Chris Chambers dans le centre de la NFL. Puis il y avait beaucoup d'autres gars qui se préparaient pour le NFL Combine, pour leur Pro Day, des joueurs de Miami U, des gars de Pitt University. C'est beaucoup des gars qui venaient du sud de la Floride. Fait que moi, je me suis joint au groupe, j'avais fait les démarches avant, ils m'attendaient. Quand je suis arrivé, j'ai jumpé avec les gars pendant 1 mois. Je me suis entraîné avec eux autres. Fait que j'avais déjà mon plan de fête. Là, comme ça, je suis revenu à Québec.
Puis je me suis entraîné à Elite Factor à Québec, là, où Anthony Auclair s'entraîne maintenant, tout ça, pour terminer ma préparation physique pour le Combine. Mais moi, je savais pas je savais déjà, que j'avais pas de 5e année. J'étais pas éligible pour une 5e année. Fait que je savais que c'était do or die. Fait que pour moi, c'était pas genre, si je me fais inviter à un camp ou je vais à un camp puis je fais bien, moi, c'était genre, il fallait que ça marche pro là ou je passais à d'autres choses. Fait que j'ai fait tous les efforts ou tous les sacrifices qui sont même financiers. Il a fallu que je m'endette un peu pour faire ces démarches-là. Mais 5 ans plus tard, je pense que c'était à payer. C'était vraiment le fun. C'était une belle expérience. Quand tu côtoies des gars qui ont joué à The U puis que tu vois que ces gars-là, je vais pas paraître un peu arrogant, mais t'es comme ils sont pas si bons que ça. On faisait des one-on-one, puis les gars, les pognais sans aucun problème. Là, puis vice-versa, les gars qui avaient joué à The U, puis c'est la première école qui me sort, mais il y avait un receveur qui avait joué à Oklahoma, puis un DB qui avait joué à UC Pittsburgh, qui joue encore à NFL. C'était ouvrir, mais ouvrir pour de vrai en one-on-one des fois. Je voyais ces gars-là, je me disais, OK, c'est pas des martiens, ils sont pas si forts que ça comparé à nous autres. C'est sûr que athlétiquement parlant, ils étaient un petit peu plus gifted, mais non, parce que ça m'a confirmé que ce que j'espérais, ce que je voulais, c'était atteignable pour moi. Là. Pourquoi? Parce que c'est pas le premier là, qui parle de ça. Là. Quand on a parlé avec Betts, il nous racontait ça aussi. Ça représente quoi d'aller s'entraîner à l'extérieur? Mettons, toi, tu es allé en Floride, puis après ça, tu dis que tu es allé dans un centre à Québec, mais tu as quand même fait le move d'aller aux États. Est-ce que c'est de se comparer avec des gars de là-bas? Est-ce que c'est de sortir de sa zone de confort? Est-ce que c'est les coachs qui sont reconnus? C'est pourquoi faire ce choix-là? C'est juste les States, c'est live and die football, c'est la religion là-bas. C'est sûr qu'ils sont nous, on est soit 10 ans en arrière ou sont 10 ans en avant. Voilà comme tu veux, mais d'aller là-bas, pour moi, c'était juste c'était aucune distraction. Tu as juste ça à faire. Tu penses qu'à ça, il n'y a aucune autre distraction. Puis l'autre chose, pour moi, en Floride, il n'y a pas de neige. On courait dehors tous les jours. On était sur un terrain de gazon naturel tous les jours. Tu n'as pas besoin de réserver un turf intérieur. Là-bas, tu sors du gym, tu fais 10 pas, il y avait un terrain de football dans le gazon naturel. C'est sûr que tu augmentes ton efficacité assez drastiquement. Fait que non, c'était vraiment pour ça. Puis l'autre chose, comme tu dis, c'était se comparer aux gars. Moi, j'étais un gars très compétitif. Puis j'étais curieux de savoir c'était quoi la différence entre le petit gars qui a joué à Laval puis le famous corner qui a joué à Wisconsin. Fait que finalement, tu te rends compte que c'est des êtres humains comme tout le monde. Puis mais ces gars-là, ils finissent par jouer dans le CFL. Il y en a une partie qui finissent par jouer dans le CFL. C'était quoi tu dis ça passe ou ça casse, c'était quoi ton plan B si ça marchait pas? Puis t'en avais-tu un plan B, tu sais? Je pense que je serais allé jouer en Europe au moins 1 an là, pour me faire du fun. Je pense que je serais allé jouer en Europe pour voyager. Juste entendre l'expérience de mes chums qui ont joué à Cannes. Ils nous envoyaient des photos, des vidéos. Les gars étaient logés nourris, ils jouaient au football pour le fun. Ils ouvraient la bay window, la porte patio, ils étaient directement sur la côte d'Azur, sur le bord de l'eau. Ouais. Ça peut être une méchante belle transition pour la vie adulte à 25 ans. Fait que ça prend mon plan B. Puis mon plan C, je pense que ça aurait été de travailler. Je pense que je me serais trouvé une job en vente ou quelque chose, une job d'adulte. Là, je suis rendu à 29. Je pense que je ne suis pas encore prêt. J'aime encore ça jouer. Fait que ça aurait été mon plan B, je pense, mais j'étais tellement focus sur mon plan A que je pense que mon plan B, je ne me l'ai même pas dit dans ma tête. J'étais comme c'était comme en arrière, si ça arrivait, peut-être que c'est ça que j'aurais fait ou je serais allé travailler. Mais j'y pensais. Je me rappelle, il y a des gars qui commençaient à appliquer sur des jobs, qui s'entraînaient pour le combine, puis ils pensaient à aller dans l'entrevue, ils faisaient des démarches, puis moi, j'étais pas là pantoute. J'étais pas sur Job Boom ou Job Illico pantoute. C'est vraiment pas. Moi, j'étais all-in football, puis je suis content que ça ait marché. Fait que justement, ton plan A fonctionne, tu te fais repêcher. Tu joues pour Calgary, mais pas si longtemps après,
tu fais release. Ouais. Comment t'as... Tu sais, fait que là, ton plan A, il fonctionne. Pas trop Peu de temps longtemps. après, tu te fais release. Comment t'as Ouais, vécu non, c'est ça? ça. Ben, c'est fou parce que tu passes d'un high assez, tu es comme OK, on top of the world, drafté, premier contrat pro, tout, tu arrives là-bas, tu fais le training camp. Puis c'est frustrant parce que, ben, tu sais, comme dans n'importe quel job, n'importe quel environnement, il y a un peu de politique. C'est des gars qui avaient un peu plus d'expérience, qui avaient été hang around en avant. Boum, tu retrouves plus de job. Puis comme tu avais dit, j'avais pas de LinkedIn, j'avais pas de compte sur Jobilico. Fait que c'était comme, oh my God, puis je vais faire quoi? Fait que, tu vis ça en dedans de pas longtemps, tu passes d'un high d'émotion à un down d'émotion. C'est pas nécessairement facile à gérer. Mais le gap entre les deux, entre se faire releaser de Calgary puis le moment où j'ai signé à Ottawa a tellement été court que j'ai pas eu vraiment de deuil à faire ou me demander. Ça a été genre, je suis revenu à Montréal, j'ai fait que les Alouettes, comme une journée, genre, avec dans le temps, ça Jim Pop. Ça avait quasiment marché. C'était comme, c'était un peu shady. C'était comme, ouais, peut-être que tantôt, genre, là, OK. Mais là, je sors du parking des Alouettes après le workout. Puis Jean-Marc Edmé, je vais toujours me rappeler toute ma vie. Jean-Marc Edmé, il m'appelle, c'est le directeur du personnel à Ottawa. Il m'appelle et il me dit j'ai entendu dire que ça a bien été le workout des Alouettes. Je dis ouais, ça a vraiment bien été. J'étais surpris parce que tu sais, je m'avais demandé en arrivant, genre, tu cours à 40 verges? Non, pas de 40 verges. C'était un workout, on va voir si t'es blessé au camp, tu sais. Première affaire qu'on fait. Ah, ben, tout ça, la ligne là, cours jusqu'au 40. Okay, on va te chronométrer. Mais c'est pas un 40 verges. C'est plus pour voir comment tu cours ton 40, genre. Okay. 40 verges déguisé. Fait que, ça a super bien été. En sortant, eux, on dit, OK, ben, garde, tu peux t'en venir à Ottawa tout de suite. Je dis, là, je suis sorti. J'étais sur Sherbrooke, genre. Il dit, ouais. OK, c'est beau. Fait que, j'arrive chez nous, m'a envoyé le contrat. J'ai pris le contrat, j'ai essayé de faire photocopier, fait que, envoyer la photocopie, scanner, embarquer dans le char, un sac à dos avec des boxers, puis t-shirt, partir à Ottawa le mardi soir, puis ça commençait demain matin, puis ça fait 5 ans, ça va faire 5 ans que je suis là, tu sais. Fait que, OK, il t'appelait pas pour des tests, là. Il t'appelait pour... T'avais une offre ouais, c'est ça. Quand ils ont su que j'avais quand ils ont su qu'il y avait workout à Montréal, j'ai été coupé le dimanche. J'ai workout à Montréal le mardi. Puis le mercredi matin à 6 h, j'étais au stade d'Ottawa. Puis ils me donnaient un casque d'épaulette. Puis je commençais. Fait que, quand eux, à Ottawa, on su je pense que j'avais un workout avec Montréal. Puis ils ont dit, ben, on veut que tu viennes tout de suite. Fait que j'ai signé un contrat 20 minutes après. Fait que, je vais pas être un peu pas méchant, là, mais. Je suis vraiment content que ça soit tourné comme ça. Comme à Ottawa, je suis vraiment bien. Puis, j'étais allé à 2 Coupes Grey, je n'ai gagné une. C'est une Christ belle organisation. C'est un stade brand new. C'est vraiment une organisation professionnelle. Moi, je joue au football pro pour une équipe qui nous traite en joueur pro. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis peut-être avant de passer à tout ton passage avec Ottawa, là, mais est-ce que tu penses que le fait que tu aies fait les essais avec les Alouettes, ça t'a comme aidé d'avoir, tu sais, ça a comme mis une pression. Ah, il y a peut-être une chance qu'ils signent là, puis fait qu'Ottawa, ils n'ont pas pris de chance. Puis... Je suis sûr et certain. C'est sûr qu'ils se sont dit, OK, ben nous, on l'aime. Ils m'aimaient bien avant le draft. J'allais faire un workout avec eux autres avant le draft. Ils m'avaient appelé la journée du draft. Moi, je pensais qu'elle allait me repêcher. Fait que, savoir que Montréal, ils voulaient me ramasser, je pense qu'ils se sont dit, ah ben, on va le mettre sur le practice roster, puis on va rien perdre, on va puller le trigger tout de suite. Puis je pense que pour eux autres, ça a payé parce que 5 ans plus tard, c'est mon 3e contrat avec Ottawa. Je suis encore là. Fait que, mais c'est sûr que dans cette business-là, quand une équipe aime quelqu'un ou t'entends des, on l'a vu avec l'NFL Draft, t'as des oui-dire à d'autres places. OK, je pense que cette équipe-là, il aime ce gars-là. OK, on va le drafter plus haut finalement. Fait que, c'est sûr que ça a probablement forcé Ottawa. Peut-être qu'il m'aurait ramené une semaine ou 2 plus tard ou qu'il aurait attendu en septembre quand les practice rosters expandent, qu'il aurait attendu une blessure. Mais je pense que avec du recul, en effet, que Montréal qui m'a aimé, que ça a bien été mon workout là-bas, que mon agent dit à Ottawa que ça a bien été, je pense que ça les a forcés à pull le trigger. Tu t'installes à Ottawa, ta première saison pro. Là. Fait que, comme tu le dis, là, ça fait 5 ans que tu es là. Ça va faire 5 ans que tu es là. Ouais. Comment, avec du recul, c'était comment ta première saison pro? Là? Comment tu trouves que
tu étais toi, puis comment c'était quand tu l'as vécu, tu sais? Man, c'était malade, là. C'était quelque chose. La première année pro, là, ça va tellement vite, le temps de rien. Ben, moi, j'ai eu le temps de rien voir aller, là. Tu sais, c'est comme. Tu te fais drafter, tu t'en vas là-bas. Après ça, à Ottawa, une couple de semaines sur le practice roster. À un moment donné, on me fait jouer une game. Ma première game pro à vie, c'était à Montréal contre les Alouettes. Après ça, la semaine après, je joue pas. Après ça, je rejoue. Puis j'ai joué jusqu'à la fin de l'année. Tu sais, c'est un environnement de travail auquel tu n'es pas habitué. Hein, culturellement, les Américains, ils voient le football différemment. Ils sont coachés différemment. Ils ont des attitudes différentes. Moi, une fois que tu rentres dans le meeting room et que le joueur s'entraîne avec le DB coach, tu fais comme. C'est pas méchant, mais c'est que il connaît son foot, le joueur, puis le coach aussi, puis qu'il s'ostine sur un point technique, sur un point tactique. Tu fais comme. Tu n'es pas habitué à ça à l'université, tu t'ostines pas trop avec le coach. Là, Le coach, il en connaît pas mal plus que toi. Fait que, tu fais ça. Quand le DB, ça fait 9 ans qu'il joue pro, il joue 4 ans à NFL, il s'ostine avec le coach. Il faut faire valoir son point. J'étais là, je n'étais pas habitué à ça. On fait les playoffs. Je joue avec Henry Burris. Henry Burris est une légende vivante dans la CFL. Il avait comme 41 ans, genre. Il avait comme 22 ans qu'il jouait dans la CFL. Une affaire de même, 20 ans, 21 ans, qu'il joue dans la CFL. Il était rentré super jeune. Fait que tu fais comme tout ça mis ensemble. On était plein de Québécois. On s'appelait la French Mafia. Le directeur général d'Ottawa est francophone. Il y a plein de gens qui parlent super bien français dans l'organisation. C'était trop beau pour être vrai. Puis en plus de ça, on a une fiche perdante. On est 8-9-1. On rentre dans les playoffs par la faute des fesses. La conférence de l'Est n'était pas bonne. Après ça, elle n'était pas très forte. On finit premier dans l'Est. On a un bye week. On pogne Edmonton à la maison dans la grosse neige. Une tempête de neiger 6 pouces de neige sur le terrain. Puis après ça, on s'en va à Copiquerie, on gagne en double overtime. Moi, je participe activement. Je suis sur 4 special teams. Ma première année, je suis allé. Wow. Puis on bat Calgary en finale à Copiquerie. Ça, c'était comme la cerise sur le Sunday. C'était vraiment le fun. J'avais plein de bons amis cette année-là. Comme Antoine Pruneau, je ne connaissais pas. C'est un gars que j'haïssais de nom parce qu'il, le temps des jeux contre de Laval, détestait. Il n'est pas si bon que ça, ce gars-là. Voyons. Quand j'arrive sur le terrain, je le vois aller, je dis OK, il n'est pas payé dans le fond. Là, Antoine Arnaud, Scott McDonnell, un gars de Montréal qui jouait à Loyola. Jean Beaulieu-Richard, Jason Lauzon-Séguin. J'en oublie plein de gars. Là. Pat Lavoie. Non seulement on avait du fun sur le terrain à la job, mais en dehors de la job, on faisait du fun aussi. On faisait bien du temps entre coéquipiers. Puis, je pense que c'est ce qui a. Puis il y avait même d'autres joueurs, comme c'est ce que j'avais remarqué. Puis, comparativement à Calgary quand j'étais là, les gars, des Américains, Québécois, tout le monde était super proche, Canadiens. Les gars, ils passaient les après-midi après-pratique ensemble. Non, c'était vraiment le fun. Ils étaient là, OK, wow, c'est ça, jouer pro. Là, le monde qui m'ont dit que la CFL, c'est de la merde. Ils ne savent pas c'est quoi, pas tout de quoi ils parlent. Parce que moi, je venais de voir ça en décembre 2016. J'étais là, wow, la CFL, c'est la plus belle affaire de l'histoire. C'était comme la meilleure affaire qui m'est arrivée de ma vie. Là. C'est quoi que le monde t'avait dit avant? Tu avais l'air d'avoir déjà des idées. Ils vont faire rire. J'ai dit la CFL, c'est la meilleure affaire de l'histoire. Ma blonde, la regarde, elle dit après moi. Excuse-moi, Pierre. Non, mais c'est ça. Tu dis que tu avais entendu des affaires avant d'arriver. Puis là, toi, tu dis, la CFL, c'est la meilleure affaire, mais tu avais entendu quoi avant d'arriver? Ouais, c'est ça. La CFL, c'est pas d'argent là-dedans, c'est pas le fun. Ils respectent pas les Canadiens, puis ils aiment pas les Québécois, puis tu vois, j'étais là, c'est ça. Mais moi, je tombe à Ottawa, un directeur général francophone, un franco-ontarien. Toutes les fois que j'avais des questions existentielles, tu vas le voir, tu n'es pas trop confortable en anglais, tu n'as pas de faire une erreur, tu parles en français, il parle français, son nom c'est Marcel Desjardins. Déjà là, on était super à l'aise de poser des questions, c'était super le fun pour nous autres. Déjà en partant. Puis à cause que le grand patron de l'organisation, qui est extrêmement respecté dans les Canadiennes et francophones, et à Ottawa, il n'y avait pas de commentaires désobligeants ou désagréables envers les francophones parce que le big boss est francophone.
Déjà là, en partant, moi, je n'ai jamais vécu à l'intérieur de mon équipe, de mon organisation, aucune forme de racisme ou de haine envers les francophones parce que le Big Boss est francophone. C'est un problème avec mon français, il faut le dire au gars en haut. Déjà, en partant, l'environnement de travail était super agréable. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais entendu là, dans l'Ouest. Tu vas voir, là, ils vont tout le temps dire de parler anglais. Puis moi, ça ne m'est jamais arrivé à Ottawa pratiquement en 2016. Après ça, ben, financièrement, moi, je me suis dit, tu n'auras pas d'argent dans le CFL. Je peux te dire que 5 ans plus tard, c'est pas vrai pantoute. Si tu m'avais dit que j'aurais fait autant d'argent en jouant au football, je ne t'aurais jamais cru. Juste gagner la Coupe Grey en 2016, pour les 3 matchs de série, ben, on en a joué 2. On est payé pour 3 matchs. Parce qu'on a eu un bye week les premières semaines. Pour 3 matchs de série, quand tu gagnes, c'est 23 000 de bonus. Pour toi, là, mais faire 23 000 en 3 semaines à 25 ans, il n'y a pas grand job. En tout cas, moi, il n'y a pas grand job que je connaissais dans ce temps-là qui me permettait de faire autant d'argent que ça en si peu de temps. Tout en faisant quelque chose que j'ai toujours adoré. Ouais, que j'adore. Jouer au football, j'adore ça. Ça fait partie de moi. Fait que je me disais en décembre, des gars qui m'ont dit ça, qui m'ont parlé de ça. Je sais pas si c'est quoi leur expérience. Mais là, j'étais un peu triste pour eux autres parce que j'étais comme, ben, soit que c'est moi qui a vécu une expérience hors du commun, ou eux qui généralisent des commentaires ou des petites situations qu'ils ont eues, parce que moi, en 5 ans, c'est pas du tout l'expérience que j'ai eue. Mais tu sais, là, tu dis avec les bonus des playoffs, tu as fait un peu d'argent, mais par la suite, là, c'est quand qu'un joueur commence à vraiment, je veux dire, prendre du galon, tu sais? D'après toi, à partir de quand que... Ben, c'est sûr que dans la CFL, ça fait partie de la game. Même dans la NFL un peu, c'est comme ça. Il faut que tu passes à travers ton premier contrat. T'sais, tout sport pro, là, une fois que tu passes à travers ton premier contrat, puis que tu fais assez bien, là, que tu es capable de jouer pendant tous les matchs de ta vie régulièrement, c'est là que tu peux commencer à faire de l'argent. Là, si tu es capable de jouer, d'être partant à ta position, puis de contribuer, là, on parle de 6 chiffres là, sans aucun doute. Là, on parle d'un joueur là, canadien partant, peu importe la position que tu joues, c'est pratiquement sûr que tu fais 6 chiffres là, à ton 2e ou 3e contrat. Là, puis, les joueurs canadiens qui font 200, il y en a. Là, c'est des joueurs canadiens québécois qui font 200 000 dans le CFL. Il y en a, puis je n'irai pas jusqu'à nommer des noms, là, parce que ça les regarde, là, mais j'en connais qui font de l'argent, puis c'est très bien mérité parce qu'ils sont très bons, puis ils méritent entièrement leur paye. Fait que, quand moi, j'ai du recul, je me rappelle des gars qui me disaient à l'université, c'est comme moi, je suis en première, deuxième année, qui disaient la CFL, je suis pas sûr, moi, c'est pas payant, puis ben, je sais pas, là, là, ça fait 5 ans que je joue, puis j'ai une merveilleuse organisation. J'ai gagné une Coupe Grey, je n'ai participé à 2. Je pense que je me crée un branding, un nom, je m'implique dans la communauté. Moi, je vais être honnête, je ne fais pas ces chiffres encore, mais j'ai bien des amis qui ont du succès et qui méritent entièrement leur paye et qui font bien de l'argent en jouant au football. Fait que, tant mieux pour eux autres, puis tant mieux pour la Ligue, puis tant mieux pour le football au Québec. qu'il y a des gens qui gagnent autant d'argent en jouant au football. Fait que je suis bien content pour eux autres. Là, justement, là, tu dis que ça fait 5 ans que tu es là. Pourquoi qu'est-ce qui se passe avec l'Est dans la CFL? Là? Pourquoi? C'est vrai. Ouais, ben, d'après toi. C'est sûr qu'à Montréal, ils ont changé de coach comme ils ont changé de sous-vêtements pendant quelques saisons. Fait que c'est sûr qu'il y a une organisation qui n'est pas très stable, comme n'importe quelle organisation sportive ou une entreprise. Tu changes de PDG à chaque année, ça se pourrait que tu ne fasses pas tes chiffres de vente. Là. Je dis ça de même, là, comme j'ai dit. J'ai pas encore de LinkedIn puis je n'ai pas encore travaillé vraiment dans le marché du travail. Mais je pense que comme dans n'importe quelle organisation, la clé, c'est la stabilité. Et que tu regardes un peu en arrière, là, à Moncton, ils ont eu un creux, là, une année ou deux, là, mais 2013-2014, perdu les finales de la Coupe Grey. Ils ont un petit creux, puis là, depuis 2-3 ans, là, ils sont back on top. Ils jouent avec nous autres de coude à coude. Ils ont perdu la Coupe Grey l'an dernier. Ottawa, depuis qu'ils sont revenus dans la Ligue en 2014,
2014, ils ont allé à la Coupe Grey en 2015, ils ont perdu. 2016, ils ont gagné. 2018, on a perdu. Fait que tu dis, dans les dernières années, avec le crossover, ça se pourrait très bien que ce soit deux équipes de l'Ouest là, qui se rendent en finale de la Coupe Grey. C'est jamais arrivé. Mais dans mon vivant, depuis que je suis dans la Ligue, là, en 5-6 ans, c'est pas arrivé. Fait que je pense qu'en saison régulière, on a de la misère un peu. Toronto, ils ont eu changement d'entraîneur souvent aussi, mais ils ont gagné en 2017. Fait que, je pense que l'Est, là, on est bon quand ça compte. Si je peux résumer ça comme ça, là, tu vois, 2016, winner Ottawa, 2017, winner Toronto, 2018, Calgary a gagné, mais Ottawa est en finale, puis c'était une bonne game, puis je pense que Calgary était dû. Je pense que c'est la 3e fois de suite qu'il se rendait à la Coupe Grey. Hein, il a dû pas gagner celle-là. Puis 2019, ben, c'est Winnipeg après 27 ans sans victoire à la Coupe Grey. Je pense que pour les gens de Manitoba, ça leur a fait du bien un peu parce que 27 ans dans une ligue à 9 équipes, pas gagner une fois, là, c'est longtemps. Hein. Ouais. Ouais, ça, c'est En résumé, à ta question, Pierre, là, laisse là, pour le moment, quand c'est crunch time, on est bon, mais en effet, ça n'a pas été facile les dernières années. Ouais. Puis, tu sais, t'en parles, tu parles que tu as participé à 2 finales, tu en as gagné une, tu en as perdu une. Tu as gagné à ta première année, quand tu as commencé à jouer. Est-ce que de un, tu te rends compte que c'était encore peut-être plus spécial? Tu le dis là, c'est une ligue à 9 équipes, mais ça reste que tu voulais gagner. Puis, ça a été quoi peut-être les différences entre ces 2 années-là? Tu sais, pourquoi, avec le recul, qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence entre gagner ta première année puis perdre la dernière fois que tu t'es rendu là, en 2018? Ben, en 2016, là, je te dirais, comme ça a tellement passé vite que je me rappelle de pas grand-chose de la semaine. T'sais, honnêtement, là, comme il y a tellement de choses qui se passent, c'est comme c'est pas le Super Bowl, mais on a des conférences de presse, il y a un morning breakfast qui appelle, là, genre comme eux ils font ça sur le terrain, mais nous autres, dans une salle de conférence. Il y a plein d'affaires qui se passent, ça va vite. On est allé souper un soir. Je me rappelle encore le mois. C'est pas une des seules affaires que je me rappelle autre que la game. Le mois soir, on est allé souper tous les Québécois de l'équipe. On avait atterri à Toronto, on est allé souper tous les Québécois de l'équipe, puis on avait eu du perdième, tout ça. Puis j'étais allé à la toilette, je suis revenu, puis tous les gars s'étaient poussés, mais ils m'avaient laissé le bill. J'ai ramassé un bill de 1000$ quasiment de restaurant. Des trucs comme ça qui faisaient avec le perdième. Mais on avait contrôlé le match en 2016, on a vraiment contrôlé le match. En 2018, là, j'ai vraiment eu la chance de sink in. J'étais capitaine, j'avais un rôle de leader dans cette équipe-là en 2018. C'était vraiment pas le. Moi, j'étais juste suiveur là, en 2016. Là, je suis comme, le train embarquait, j'embarquais dedans, je suivais, je faisais mon 12e. Puis, je posais pas bien de questions, je parlais pas beaucoup. Mais là, en 2018, j'avais des responsabilités. Fait que déjà, de me rendre là-bas, j'étais vraiment fier. En 2018, on avait pratiqué fort, mais on était. Je me sens encore coupable. Je me sens encore coupable. Il y a un jeu que je voudrais reprendre. On a donné un punt return touchdown avec 1 minute à faire à la demi, première demi, deuxième quart en 2018. Puis ça a été le jeu explosif qui leur a donné Flamèche parce qu'avant ça, c'était vraiment c'était un bon match pareil, mais c'était vraiment serré. Puis je pense que si tu enlèves ce jeu-là, juste ce jeu-là, là, ça a été une game différente. Mais en 2018, comparé à 2016, on a donné des jeux explosifs, unité spéciale et défensive. Ça a vraiment été la différence dans le match. Mais la semaine telle quelle en 2018, là, je me rappelle vraiment plus de ce qui s'est passé. J'ai eu la chance de plus sink in un peu là, tout ce qui se passait. Là. Ouais. Fait que, si tu devais te donner un conseil à ton année 1, là, mettons, là, aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu te dirais? À mon année 1. Si live, tu donnais un conseil à JP à l'année 1. Couche-toi plus tôt. Non, honnêtement, la première année, tu prends comme joueur qui arrive à l'université, le plus que j'avais joué à Laval, moi, c'était 12 games en une saison. Puis là, on voyageait pas beaucoup, tu sais. OK, Sherbrooke, c'est 2h30 de Québec, c'est une grosse affaire, là, dort à l'hôtel. T'es universitaire, t'es pas aussi fatigué que pro, mais pro, 18 matchs de saison régulière. Quand ton premier camp CFL, tu fais le camp des recrues 3 jours avant,
où il n'y a pratiquement pas de joueurs, juste des recrues. Tu prends toutes les reps, tu arrives au vrai camp, c'est 3 semaines, tu 2 matchs pré-saison. On avait joué un match à Vancouver, on a fait aller-retour dans la même journée. C'est pas long l'avion, c'est 1h30, mais c'est quand même voyagement up and down. On revient à Montréal, tu te fais couper, on va à Ottawa, signe au contrat, practice squad, joue pas. Je pense qu'en Bruyne, on avait joué 23 games, c'est comme 26 semaines. T'es brûlé. T'es pas habitué à ce rythme-là, tu sais. Puis ça fait comme ça fait 1 an et demi qu'il est dans le tapis. Tu sais, moi, décembre 2015, j'étais en train de m'entraîner comme un fou pour le combine. Tout ça, fait que t'arrives en décembre 2016, t'es exténué. Là, comme j'étais brûlé raide. La cadence était vraiment dure à suivre. Fait que là, ben, tu prends cette expérience-là, puis j'ai réajusté le tir, puis m'entraîne de façon différente maintenant. Mais c'est le conseil, que je peux dire aux joueurs qui arrivent dans la Ligue canadienne ou qui arrivent au niveau professionnel. Il y a beaucoup de joueurs qui signent NFL maintenant. Là, c'est reposez-vous. Le repos est aussi important que de s'entraîner ou que de faire du tape. Les gars, si tu n'es pas en forme, si tu te couches à 1h15 du matin avec ta télévision, tu arrives au stade à 6h45. Sur une semaine, c'est pas si pire. Sur 23 semaines, sur 23 games, ça va être exténué. Moi, j'en revenais pas là, comment j'étais brûlé à la fin de l'année. Physiquement, là, j'étais banged up. Tu n'as pas de rep-off. Tu joues contre des hommes. Les gars avant toi, tu es sur punt return, il a joué à Texas, puis 3 ans aux Seahawks. Là, mettons, tu ne peux pas prendre une rep-off. Parce que si tu prends une rep-off, ça va te faire défoncer sur le tape. Là, ça va paraître. Justement, là, tu mentionnes que tes off-seasons ont changé avec le temps. Là. Peux-tu nous raconter comment tes off-seasons ont changé avec le temps, justement? Ben, je pense que mes off-seasons ont changé en voulant dire. C'est sûr qu'on fait beaucoup moins de stress sur notre corps avec des charges, ben moins, là, des charges hyper lourdes. Je ne deviendrai pas plus vite ou plus fort quand j'avais 22 ans, 23 ans. Mémoire musculaire, c'est d'aller rechercher la force qu'on avait déjà acquise il y a quelques années. C'est tout le temps de travailler pour ça. Puis c'est de surveiller le load, là, de ne pas mettre trop de poids ou trop de trucs. C'est vraiment plus sur les mouvements. Puis pour économiser mes genoux, mon dos, mon corps, il y a peut-être, ça va faire 2 ans et demi là, que j'ai commencé à faire du Muay Thai. C'est la boxe thaïlandaise. Fait que ça me permet de suer, de travailler mon fast twitch muscle, travailler mon cerveau différemment off-season. Fait que je fais ça maintenant. L'hiver, puis j'en suis une shot de sort de là, je suis trempé à la vette, complètement mouillé. Fait que, puis maintenant, ben, j'ai investi sur moi. Mon corps, c'est ma PME. Fait que si je ne suis pas en forme, je ne performe pas, ben, la PME ne ramassera pas d'argent. Fait que c'est important pour moi maintenant de prendre le temps de me faire masser, de faire masser, avoir l'entraîneur personnel, aller m'entraîner en Muay Thai ici. Ça fait 2 ans là, que je vais m'entraîner 1 mois en Thaïlande, à un gros centre d'entraînement de Muay Thai, ça s'appelle Tiger Muay Thai. Vous irez voir ça sur YouTube, là, et puis sur Instagram, on a des millions de followers. C'est immense. Là. Ils ont 5 mats là, partout. Ils ont un département de fitness, une salle de musculation. Ils ont plein de UFC fighters, de One Fighter. Ils ont plein d'athlètes professionnels. Fait que, moi, ça fait 2 ans que je vais là. Puis je vais là pendant 1 mois. Je me loue un appartement. Je m'entraîne de 8h30 le matin, des 2, 3, 4 days jusqu'à 5h le soir. Puis comme il y a comme une rue, ben, eux, ils appellent ça Fitness Soul. Il y a plein de restaurants santé. Fait que maintenant, pour moi, ça, c'est pas une dépense. Je vois ça comme un investissement sur ma carrière et sur ma petite PME. Là. Est-ce qu'il y a d'autres gars de foot qui font ça, à ta connaissance? Ou t'en as-tu parlé avec d'autres gars? Non, mais je l'ai parlé avec d'autres gars, ouais. Ben, tu vois, cette année, je suis allé avec Alex Ovington, qui joue avec moi à Laval. Lui, je joue plus au foot, mais c'est un grand fan et un grand amateur d'arts martiaux. Il fait du BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, puis lui, il est allé en faire là-bas pendant que moi, j'étais là. Fait qu'on s'est entraîné une couple de fois ensemble. Sinon, Pierre-Luc Caron, maintenant, qui est long snapper, des Calgary Stampeders, il fait maintenant du Muay Thai. Lui, d'abord là-bas à Calgary l'année longue, fait qu'il fait du Muay Thai, un club d'arts martiaux là-bas. Puis c'est un petit monde parce que le beau-frère à Pierre Caron était dans mon groupe cette année à Tiger Muay Thai. Il n'y a pas beaucoup de Québécois là-bas, mais c'est un Christy de fighter. Là. Maintenant, il est vraiment bon, son beau-frère. Fait que je pense que lui, il est comme forcé la main et donné le goût à Pierre de faire
faire du Muay Thai aussi. Mais je pense qu'il y a bien des joueurs de football qui, on le voit souvent dans les articles, vous êtes coach secondaire, vous le savez, de ne pas faire un sport, de ne pas faire la surspécialisation en jeunesse. Mais je pense qu'en tant qu'athlète pro, si tu fais juste du football 12 mois par année, c'est peut-être pas la meilleure affaire. Fait que moi, vous m'arrêtez de me voir. La première fois que j'ai fait du Muay Thai, les pads, je comprenais rien. Quand tu frappais, c'est toute la coordination, c'est tout à réapprendre. Fait que ça a complètement changé mes connexions dans mon cerveau, les mouvements que je n'étais pas habitué de faire. Puis ben, c'est sûr certain que je te dirais que ça met bien moins de stress sur mes genoux, mes chevilles off-season. Fait que je suis bien content. Puis je me suis lié d'amitié avec le club où j'en fais à Ottawa. Fait que mon coach qui est en Thaïlande est passé avec nous autres. Non, c'est vraiment, c'est le fun, mais c'est une autre culture aussi. Moi, je suis habitué au sport d'équipe, jouer au hockey, jouer au football. Là, de faire un sport individuel où tout est basé dans le respect, ça a été une période d'apprentissage pour moi. De tout le temps faire ça. Je pense que tu ne me connais pas beaucoup, Pierre-Emile, mais Oli me connaît. Moi, je parle beaucoup. Puis sur le terrain de football, peut-être qu'on peut en parler un peu tantôt. Là, moi, j'ai le manche patate qui se fait aller pas mal. Fait que dans les arts martiaux, maintenant, c'était JP, faut que tu fermes ta bouche. C'est genre comme ça. Fait que moi, au football, je ne suis pas de même pantoute. Fait que d'apprendre ça, d'avoir canalisé mon énergie, c'est complètement différent. Je suis bien content de faire ça maintenant. Puis, est-ce que faut que tu demandes à ton équipe, genre, hey, moi, je veux faire ça, genre, je peux-tu, tu sais, est-ce qu'il y a un risque de blessure d'aller s'entraîner là-bas? Est-ce que. Ben, c'est sûr que, tu sais, le off-season, tu as le droit de faire ce que tu veux ou, tu sais, comment ça marche? Est-ce qu'il a fallu que tu en parles au préparateur physique à Ottawa? Ben non, pour c'est dire, une moi, bonne question. C'est une bonne question. C'est eux autres qui m'ont initié aux arts martiaux. Le head physiothérapeute à Ottawa, il y a une couple d'années, lui, c'est un grand fervent d'arts martiaux. C'est lui qui avait amené ça. Au début, il nous payait gratuitement. Il y avait un coach qui venait au stade, nous donner des séances. C'est comme ça que j'ai eu la piqûre. J'ai vu que j'étais plus flexible, j'étais plus quick, j'avais plus de faire ça sur moi. C'est là, par la suite, j'ai fait des démarches par moi-même pour m'inscrire à un centre à Ottawa et tout ça. Mais c'est sûr que c'est à tes risques et périls. À un moment donné, il ne faut pas. C'est là que je te mentir. Toutes les fois que je vais en Thaïlande, c'est hey man, t'es bon, t'es un bon athlète, t'es bon. Hein, hey, tu vas faire un fight, là, tu vas faire signer un combat, on va donner 2000 bahts. Non, pas me battre. Hey, comment tu serais bon, là? On fait du sparring demain matin? Non, tu sais. Moi, je ne suis pas dans ces affaires-là. Il faut que tu regardes dire non. Il y en a qui sont ah, OK, peut-être. Moi, c'est non. Tout le temps, la première ou deuxième séance, là, tu vois les Polonais, les Russes, les Tchèques, là, eux autres, c'est du 60%, 40% sparring. Là. Mets ton mouthpiece parce qu'eux autres, là, si tu swings sur le menton, ils swingent à 100%. Là, moi, là, dans tes cours de même, c'est impossible que tu vas voir avec ces gars-là. Moi, je ne mets pas que du monde de même. Il faut que tu choisisses tes partenaires parce que sinon, là, honnêtement, tu peux manger une bonne droite là, puis pas une combo, il faut faire attention. Je me mets avec le monde que je sais qui vont faire attention comme moi. J'avais rencontré un joueur il y a 2 ans qui jouait qui joue pour Ajax au soccer. Lui, il venait de prendre sa retraite, puis c'était ça, il faisait des arts martiaux, puis il y a un côté, lui, la retraite l'avait frappé, il avait pris un peu de poids. Fait que c'était vraiment un fitness tube qu'il faisait, mais il faisait des arts martiaux là-bas. Fait que, lui, je savais que quand je disais que moi, je jouais pro, je ne pouvais pas manger une taloche sur le bord de la tête, qu'il faisait attention à moi. Fait que, tu t'aimes avec le monde, tu fais attention, mais il y a un risque, c'est certain. Comme si tu fais du clean, il y a un risque que tu te blesses en faisant du clean. Ça fait partie des risques du métier, si je peux dire ça. Là. Mais tu fais attention, puis je pense qu'il y a plus de gains que de risques, ou le risque en vaut le gain. Dans le mois que tu es là-bas, ça ressemble à quoi une journée typique, mettons, là, d'entraînement? Là? Environ. Bonne question. Ben, tu sais quoi? Moi, de nature, je suis un lève-tôt, fait que c'est pas de cadran. T'entends le coq, il y a des coqs partout là-bas. T'entends le coq, fait que vers 6 heures, je suis debout. Le premier cours commence à 8 heures, fait qu'il faut que tu sois. Tu tes wraps, il faut que tu sois habillé. Ben, habillé là-bas. Tu peux pas de t-shirt, il fait tellement chaud que tu es en chest puis en Muay Thai short. Il faut que tu sois prêt à 8 heures pile tapant, puis eux autres, là, ça niaise pas. Là, à 8 heures, ça commence, puis même si tu payes pour être là, puis t'es pas à 8 heures, tapant, t'es pas prêt, tu vas te le faire dire, tu vas te faire crier après. Là, puis, je sais pas trop ce qu'il dit à Thaïlandais, là, mais ça n'a pas l'air d'être trop gentil, mettons. Fait qu'à 8 heures, tapant, il faut que tu sois prêt. Fait que, là, à 6 heures, 6h15 environ, déjeune. Plein de petits restaurants à déjeuner, là, ça coûte rien déjeuner là-bas le matin. C'est comme 1,25 $.
gros déjeuner là, santé. Je prends ça, puis ça, je vais souvent prendre le scooter, aller au centre d'entraînement. Faire un petit échauffement de mon corps. Aujourd'hui, nécessite un peu plus d'échauffement. Je vais faire un pré-warm-up pour la séance. Fait que de 8h à 10h, c'est vraiment là, un cours de Muay Thai. Moi, je suis en classe intermédiaire. Fait que c'est 2 heures. Tu sais, c'est pas juste la technique. C'est vraiment un cours là, de A à Z où ils font le cardio, il faut faire des push-ups, des techniques. On rep entre les étudiants. Tu as tout ça. Après ça, je vais prendre un cours. Ils ont comme plein de cours. Ils ont un département fitness. Un cours vraiment plus axé sur le corps. À chaque jours à midi, il y a un cours là, juste d'abdominaux, comme core fighter. C'est plein d'exercices qui ça peut être genre, faut que quelqu'un te frappe dans le ventre pour travailler ta réception de coups, parce qu'il y a bien du monde qui font des combats pro amateurs là-bas. Fait que c'est vraiment axé pour ça. Puis souvent, l'après-midi, pas souvent, là, quasiment tous les jours, là, ils ont plein de sortes de types de musculation. Puis ils ont 2 centres d'entraînement là, à Phuket. Fait que dépendamment de lequel que je voulais faire, je m'allais à une des 2 places. Puis tous les coachs de muscu, là, mettons, c'est des gens à 100% qualifiés. Comme, il y en avait un, c'est un ancien sniper là, de l'armée australienne qui a fait 2 tours en Irak, qui a fait un bac en kinésiologie en Australie, qui a déménagé là-bas. Ça fait 5 ans, c'est le head strength coach là-bas. Lui, il supervise la préparation physique de bien des fighters. Parce qu'il va y avoir un autre, c'était un Allemand qui avait fait une maîtrise en sciences du sport à l'université de Bonn, genre en Allemagne. Il était comme, OK, il monte super. Fait que dépendamment le type d'entraînement que moi, qui était bon pour le football, speed and agility une journée, en force pure, force vitesse le lendemain. Je me déplaçais au centre d'entraînement. Fait que l'après-midi, c'était vraiment plus ma musculation. Puis en soirée, une fois sur 2, je faisais je retournais faire le cours de Muay Thai ou avec Alex Ovington, tu vois, cette année, là, j'allais faire le Brazilian Jiu-Jitsu, qui est un autre 2 heures de Brazilian Jiu-Jitsu de 6h15 à 8h15. Puis après ça, moi et Alex, on prenait une douche, on allait souper sur la rue Fitness Soy. Puis après ça, je te dis, après une journée de même, à 9h, 9h30, là, t'es KO bien raide dans le lit, puis ça recommence le lendemain. Le dimanche, c'est toujours fermé là-bas. Puis samedi matin, ils ont tout le temps une espèce de funky workout. C'est soit genre un cours de Muay Thai sur la plage avec un workout dans la mer, des trucs comme ça. Fait qu'on faisait le workout le samedi matin, puis après ça, ben, on allait faire de la plage, on relaxait. Là, mais du lundi matin au samedi midi, là, les périodes sont sensiblement la même. Le mercredi midi, souvent, je vais me taper un pool recovery. Il a fait un cours comme un espèce de piscine à l'air du centre. Là. Je faisais un pool recovery pour donner des fois un break à mon corps. Puis la clé, là, la première année, là, j'ai appris pas mes erreurs, mais il faut que tu écoutes ton corps. Cette année, c'est une journée où des fois, tu es plus fatigué que l'autre. Ben, je vais couper un cours en quelque part ou je vais arrêter à midi. Je ne ferai pas de workout l'après-midi pour être sûr de ne pas over-workout là-bas. Puis la clé, c'est vraiment de boire de l'eau là-bas parce que moi, je suis un gars qui suit beaucoup de nature, là, mais comme tu regardes, là, comme tu te lèves après le workout, tu as une flaque d'eau alentour de toi. Là. C'est complètement dépaysant. Puis un horaire comme ça, ben pour moi, ça me rend sain. De 6h à 9h le soir, là, où tu n'as quasiment pas de break là, pour penser pour en tête des affaires. Là, ça passe vite et c'est le fun. JP, t'as-tu déjà vu une superstition d'avant-match vraiment bizarre dans ta vie? Si moi, j'en ai déjà eu une. Ou tu en as déjà vu une? Ouais. J'en ai déjà vu. Non, j'en ai jamais vu. J'en ai pas non plus. Ben, je suis un gars qui arrive de bonne heure. Moi, si j'arrive, là, genre, là, comme je n'embarque pas dans le boss de l'équipe. Je sais pas pourquoi ça me stresse. Là. Moi, j'arrive avant tout le monde. Là. Quand j'arrive avant tout le monde, je dois aller faire pipi au moins 10 fois avant une game. Fait que quand le game est arrivé, je suis vraiment déshydraté. C'est comme. Puis une superstition d'avant le match, non. Une affaire que j'ai remarqué, par exemple, puis dans le CFL, ça m'a frappé au début, la religion
Ben, eux, c'est bien important pour eux autres, les Américains, la prière, une prière vocale d'avant-match. Ils vont se réunir au milieu du vestiaire, puis tu regardes alentour de toi, puis tu vois juste. Je n'entrerai pas dans le politique ou dans le culturel québécois, mais 100% des Québécois ou 95% des Québécois ne sont pas à la prière, puis une grande majorité des Canadiens ne sont pas à la prière. La prière vocale, on va tout le temps prendre un genou avant le match, puis penser à nos affaires, là, tout le monde met dans la main, mais comme une prière, ou une prière chrétienne, catholique. Là. Moi, j'avais jamais vu ça avant, là, avant d'arriver dans les Canadiennes. Là, ça m'avait comme, au début, ça m'avait comme surpris un peu. Là, honnêtement, là, j'avais fait le saut. Our Jesus, Lord, Savior, thank God for the day. Ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé là, la première fois que je suis arrivé dans les Canadiennes. Là. J'ai dit, OK, ouais, c'est pas juste dans les films, c'est pas juste dans Friday Night Lights qui font ça. Là. Ils le font pour de vrai. Là, puis à Calgary, la première game précédente à Calgary, je suis full stressé. Là, je suis comme, oh my God. Et là, c'était pas le fait de jouer devant du monde, parce qu'à l'avant, on joue devant du monde. J'étais stressé juste que hey, si Jacques Alpo, je m'en vais, je peux me faire défoncer. Là, c'est plus à ça que je pensais. La première game, c'est pas trop. Puis, des fois, avec l'accent américain qu'ils ont du sud du Texas, tu comprends pas tout le temps. J'ai entendu Showers! Je pensais que c'était comme un peu. À l'avant, on a tout le temps des position meetings avant la game. Chaque unité, chaque position, comme un petit meeting de coach, puis un petit review. Ça fonctionnait comme ça pour moi. Quand j'ai entendu Shower! Shit, OK, je suis quasiment courant dans la douche. J'arrive dans la douche. Là, tout le monde, OK, puis là, je vois qu'il y a des QB, des receveurs. Je me dis, OK, c'est pas une defense meeting. Puis là, tout le monde se prend la main. Puis, Jesus Lord, Savior. Ouais, c'est pas ça. Pendant la triage, je me pousse. Genre, je dérange tout le monde. Le monde me regarde. Tu fais de toi. J'étais là, oups. Fait que là, la fois d'après, quand ils ont fait shower à la game, j'ai compris qu'il fallait pas que je chiale. C'est pas pourquoi. Ouais, je te disais que c'est l'affaire qui m'a le plus surpris quand je suis arrivé en CFL. J'ai rien contre ça. Tant mieux, ça me dérange zéro. Tant mieux si ça les fait jouer mieux ou ça leur fait grounder les pieds avant la game. Mais pour moi, c'est pas ce que je fais. Tu as gagné des championnats à Laval, tu as gagné une Coupe Grey. C'est quoi ton championnat préféré? Et pourquoi? Mon championnat préféré, je vais dire, celui de Laval, c'est mon préféré. En 2012, parce que moi, j'avais perdu 2 bols d'or à l'Anox. J'ai perdu 2008 à l'Anox après une saison, une très bonne saison. On s'est fait sacrer une volée par Garneau en 2008 au stade. Il pleuvait à boire debout. C'était un match atroce. En 2009, mais en 2008, je n'avais pas beaucoup contribué. En 2009, ma saison parfaite, on perd à la ligne de une verge. On a perdu à la ligne de une verge au bol d'or contre le Vieux-Montréal. C'est une défaite crève-cœur parce qu'on venait d'en perdre un, puis une saison parfaite. Je n'avais jamais gagné le championnat, même pas au secondaire. En 2012, on a gagné à Laval. J'avais été partant toute l'année, j'avais contribué. Quand on a gagné contre, c'était la Redemption de 2011. C'était comme à Toronto. C'était comme dans les films. Là, on a repogné même Master à côté de Toronto. J'étais vraiment. J'étais vraiment impressionné. Puis j'étais vraiment content de faire partie de. Probablement pas la plus grosse coupe-vanier, mais le plus gros payback de l'histoire de Laval. Là, à Toronto. Je me rappelle, il y avait un affiche sur le bord du site. Je pense qu'il avait pris un drap, il avait accroché sur le bord du Roger Dome. C'était marqué French Second Language, Laval Second Place. Des affaires de même. C'était vraiment un territoire hostile. Il y a 40 000 personnes, il y a 2 000 fans de Laval, puis 38 000 fans de McMaster. Fait que cette game-là, puis pour moi, c'est mon premier championnat. J'avais contribué. C'était vraiment le fun. Je pense que c'est mon plus beau championnat. Des 3 que j'ai, là, c'est mon plus beau. Mais c'est sûr que les Canadiennes, une Coupe Grey, c'est quelque chose aussi. Là, mais pour moi, c'est le premier. La Coupe Grey n'est pas loin derrière. C'est vraiment le fun. La bague aussi est 2 fois plus grosse, puis elle vaut 10 fois plus cher. Là. Mais non, 2012, pour moi, c'était mon plus beau championnat. T'as-tu un coach mémorable que tu as déjà eu dans ta carrière là, qui va rester genre, dans ta mémoire forever? Forever? Un coach qui t'a marqué. Peut-être, ouais, un coach des qui m'a fois, il y a des marqué. coachs qui... C'était pas ton coach de position, mais c'était un autre coach dans le team. Ouais. Non, je te dirais, c'est sûr que Marc Fortier à Laval, là, ça... Pas pour lancer des flèches à d'autres coachs, puis je vous ai oublié non du tout, là, mais tu demandes un nom, Marc Fortier,
gars extrêmement intense qui m'a amené à des places dans ma tête, dans mon corps que je pensais jamais me rendre. Je me suis vraiment dépassé là, avec lui comme entraîneur. Là. C'est juste au terrain de football, j'ai joué à plein de positions. J'ai joué Sam linebacker, halfback des deux côtés, safety. Déjà là, tu te fais challenger parce que tu ne peux pas dans ta zone de confort une position. À chaque année à Laval, j'ai changé de position. Après ça, mais à l'entraînement, maintenant, je suis en forme différemment que je l'étais quand j'avais 22, 23 ans à Laval, mais les trainings à Laval, là, si tu veux devenir un Navy SEAL après, je pense que c'était prêt. Là. C'était quelque chose avec Marc Fortier. Il nous a amené là, tu penses que tu n'as plus de gaz dans la tank. Là, je pense que tu dis hey, si je continue, je vais tomber à terre, je vais mourir. Mais non, tu continues, puis tu te rends compte que tu ne meurs pas, puis tu es encore là, puis tu es encore en santé, puis tu es encore plus en santé, plus en forme que la veille. Ça, c'est à cause de Marc Fortier. Ça en a d'autres places. Il y a un coach qui m'a marqué aussi, c'est pro, là. Il s'appelle Mark Nelson. Ça a été mon DC pendant 3 ans à Ottawa, puis cette année, l'an dernier, ça a été le linebacker coach. 2 ans à DC, puis 2 ans linebacker coach. Tout qu'un homme. Vous allez voir sa bio, là, je pense, qu'il a coaché genre en 35 ans, coaché genre à 22 places. Genre, il a coaché dans les grosses écoles à Baylor, Louisville, des DC, Specialty Coordinator, NCA, CFL. Son approche de la game, son approche humaine avec les gens, la façon qu'il coachait, ça m'a marqué. Puis je pense que si un jour je coach ou je m'implique, il ne parle pas un mot français, là, mais si j'ai déjà dit, j'ai beaucoup aimé son approche dans une business, là, dans une business de football. Des fois, c'est malheureux. Là, il faut que tu coupes des joueurs, puis il y a des gars qui ont des enfants, des hypothèques, puis ils perdent leur emploi, mais il a toujours réussi à le faire d'une façon très respectueuse. Puis capable de l'expliquer d'une façon correcte. Puis la façon qu'il traite ses joueurs, ça a été tout le temps d'une belle façon. Fait que, non, puis il a toujours donné beaucoup de crédit à ses joueurs. Ça, j'ai toujours apprécié ça aussi. Donc, c'est pas que les autres coachs n'ont pas fait, là, mais lui, dans ce business-là, le faire pendant aussi longtemps, ça m'avait impressionné. Puis c'est un Christy de bon gars. Puis c'est un gars que je pense qu'il en reste moins à coacher qu'il n'a coaché. Là. Je pense qu'il approche de la retraite, mais il a un esprit jeune. Puis son fils, il joue long snapper depuis 6-7 ans pour les 49ers. Fait que, il a tout le temps des histoires de la NFL ou des intakes de la NFL assez cool pour nos fantasy. Fait que ça, c'était le fun de la part de Marc. Mais Marc Fortier et Mark Nelson, c'est 2 coachs qui ont marqué chacun à leur façon. As-tu un teammate là, qui t'a marqué aussi de la même manière, que tu vas te souvenir longtemps? Il y a un teammate qui va marquer de la même manière. De la même manière, pas nécessairement de la même manière, excuse-moi, mais juste un teammate, simplement. Oui, un teammate, il y a 2 personnes. C'est drôle. Je dirais le premier, c'est Arnaud, parce que c'est un joueur, un joueur de football accompli. C'est une bonne personne. Moi, c'est un très grand ami. Puis, partout où il est allé, Arnaud, j'ai joué avec lui à Ottawa et à Laval. Partout où il est allé, il était leader à tous les niveaux. Il était capitaine à tous les niveaux. Puis il a gagné à tous les niveaux. C'est impressionnant. Là. Il a gagné Juste pour que tout le secondaire, au monde suive. collégial. Ouais, c'est un gars que tout le monde suit. Juste pour que tout le monde suive, c'est Arnaud Gascon-Nadon. c'est ça? Oui, Arnaud Gascon-Nadon qui a joué Jean 1 du Vieux-Montréal, Université Rice, Laval, Hamilton, Ottawa puis Edmonton. Puis l'autre gars, moi, je n'ai pas joué avec lui à Laval, mais je vais en dire 2 autres. Pour pas, Pat Lavoie, c'est. Ça, c'est m'a montré comment être un joueur de football pro, comment créer une relation avec des entraîneurs, avec des gens du front office, comment se comporter comme il faut sur un environnement de travail. C'est pas facile des fois au football de te faire la différence entre la business et le sport. Il faut pas que tu oublies que tu es salarié et que tu es quelqu'un qui est embauché pour faire un emploi. Puis le troisième, c'est Antoine Pruneau. Antoine Pruneau, là, moi, ce qui m'a impressionné, c'est être DB canadien, blanc, francophone dans les Canadiennes, s'imposer comme un joueur étoile, jouer safety, jouer Sam, puis jouer pour une organisation, puis être partant aussi longtemps que ça, c'est impressionnant. Fait que ces 3 gars-là, je te dirais que ils m'ont tous marqué d'une façon différente.
Puis j'essaie tout d'un peu de prendre de ce qu'ils ont fait, puis de l'amener un peu dans ma personnalité, dans ma façon de faire les choses. Mais puis je te dirais que aussi ces trois gars-là ensemble, quand on a joué les quatre ensemble, puis qu'on décidait de prendre une coupe de bière, ben c'est trois gars avec qui on peut avoir bien du fun. Bon, on savait s'amuser, là. On le sait encore aussi. Non, c'est ça, exact. On le fait juste un peu moins, là. Non, c'est ça, exact. T'as-tu une game préférée dans ta carrière ou un jeu que tu as fait préféré dans ta carrière que tu vas tout le temps garder en mémoire? Ah, cool, ça. Un jeu. Hey, man, je vais dire... ben, ma game, je vais dire, j'ai une game, je me rappelle, à Laval contre Montréal. Je pense que c'est Laval contre Montréal en 2012. C'était probablement une de mes meilleures games de foot à vie. Des fois, je pense encore, j'ai joué du gros football. On avait gagné. Puis le jeu, je me rappelle toute ma vie, c'est interception. Premier pick CFL contre nul autre que Jeremiah Masoli. Puis l'interception, c'était en 2018. Puis le match n'était pas tant serré, mais Hamilton essayait de faire une poussée pour revenir dans le match. Puis si on gagnait ce match-là, on s'assurait de la première place en playoff, première place de saison régulière, donc bye week, directement en finale de l'Est. Fait que quand j'ai fait mon pick, ben, on s'assurait de finir premier dans l'Est. Fait que c'est un pick qui voulait dire vraiment de quoi. Comme ça venait de clouer le cercueil, là, la game était finie pour eux autres. C'est impossible qu'ils gagnent. Puis tous les gars étaient bien contents parce que ça voulait dire un chèque de playoff gratuit. Fait que tout le monde était bien content. Puis ben, man, un pick CFL, Ouais. pas grand monde qui n'ont fait un. Fait que je suis bien content. J'ai gagné la balle. Puis la balle est chez Antoine Pruneau dans son il y a comme un gros une espèce d'armoire en vitre là, de memorabilia. Là. Fait que ma balle est là-dedans. Fait que je la ramasse à un moment donné, là, mais avec les mains de ballon, plusieurs ballons Antoine. Là. Yeah, man. Puis peut-être, dernière question peut-être? Moi, j'en ai une après. Mais vas-y, vas-y. OK. Euh, ton, euh, ton livre préféré là, que tu conseillerais à un footballeur, mettons? Mon livre préféré, Mais pas nécessairement le livre préféré, mais juste un livre que tu mon conseillerais à livre, un autre athlète. Tu vois ce que je veux dire? OK, un autre athlète. Ben moi, j'aimerais écrire des romans policiers. Une biographie. Non, pas une. Ben, GSP, je vais pas avoir l'air. Tu sais, j'ai un fan fini de GSP et d'arts martiaux. J'ai pas vraiment aimé son livre, par exemple. Là. Fait que je vous dirais de ne pas le lire. Non, mais je vais être franc, là. Tu sais, je Ouais, vais pas ouais, vraiment aimé c'est son livre. correct. Ouais, Mais pas de bonne si réponse. vous voulez lire un bon roman, là, puis vous relaxer en période de quarantaine, là, lisez là, La vérité sur l'affaire d'Harry Kébert. C'est vraiment, vraiment bon. Puis il y a une suite. Il y a plusieurs personnages. Là, fait que, allez lire ça, La vérité sur l'affaire d'Harry Hébert. C'est une grosse brique. Là, il garantit que vous allez le dévorer. C'est bon pour vous de lire un peu et de vous changer les idées. Puis, j'aurais peut-être plus lire parce que je passe pas mal de temps. Je passe pas mal de temps à jouer à Warzone de ce temps-ci. Ah, c'est le bon moment là, pour lire un peu. Là. Ouais, sortir un peu la salle de Ouais. TV parce que je suis trop vidéo. Ben, dans la question, puis là, peut-être que ça va déboucher sur une autre discussion à un moment donné, mais tu sais, je retiens beaucoup que ça a l'air particulier, la CFL, parce qu'il faut que tu sais, il y a des Américains, il y a des Canadiens, il y a des Québécois. Est-ce que tu penses que c'est peut-être un défi de plus, tu sais, dans le but de créer une équipe, d'avoir peut-être ces trois groupes distincts-là dans une équipe, puis peut-être même, tu parles de coachs qui t'ont marqué, peut-être ces coachs-là, en fait, ils ont peut-être réussi à justement Mettre ça de saisir cet côté. aspect-là. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des coachs qui ont de la misère à coacher CFL. Est-ce que tu penses que c'est un gros aspect du succès d'une équipe dans la CFL? Ouais, je suis 100% convaincu. Les, on va le dire souvent dans les Canadiennes. C'est surtout parce que le bassin de joueurs canadien est beaucoup plus petit que le bassin de joueurs américain. C'est vraiment on a 30 millions, ils sont 350 millions. Mais plus tu as une profondeur de Canadiens dans ton équipe, plus tu as de chances d'avoir une bonne équipe. Tu le vois, les équipes qui ont des joueurs canadiens dominants, mais souvent, c'est des bonnes équipes de football. Je pense juste à nous autres en 2016. Il y avait des Canadiens complètement dominants. Dans une ligue offensive au complet, 4 sur 5 des Canadiens. Notre D-line, Connor Williams, Arnaud Gasconadon, Torrey Latanzio,
Zach Evans, Antoine Pruneau comme DB, Brass Napoli comme receveur. Puis j'en oublie, là, puis Keenan Lafrance comme running back qui avait couru pour comme 180 verges en finale de l'Est contre Edmonton. Jake Harty. Plus tu as des bons joueurs canadiens, plus ton équipe est souvent plus compétitive, meilleure. Tu regardes cette année, Check Winnipeg, Nick Dembski, leur porteur de ballon, j'ai un blanc de mémoire, là, numéro 33. Oh my God, j'ai un blanc de mémoire, mais leur porteur de ballon à Winnipeg, c'est un gars de Winnipeg, probablement dominant. En défensive, ils ont eu Taylor Laurel dans une couple d'années. Non, écoute, c'est sûr que plus un front office, plus les coachs sont capables de trouver des rôles dans lesquels les joueurs canadiens qu'ils ont sont bons et même dominants, je pense que tu as le plus de chances d'avoir une bonne équipe. Puis, c'est sûr que culturellement, les Québécois, on fait partie du Canada. Puis, j'espère qu'il n'y a pas d'équipe ou de GM dans la ligue qui se disent qu'à talent égal, ils vont prendre un anglophone parce que c'est pas vrai que les Québécois, on parle mal anglais. Moi, j'ai côtoyé pratiquement tous les gars qui me disaient qu'ils ne parlaient pas anglais. Puis, quand ils sont arrivés à Ottawa, ça a pris 2-3 semaines. Puis, ils comprenaient tout. Mais c'est sûr que plus un coaching staff est habile et à l'aise à faire jouer les Canadiens, je pense que dans cette ligue-là, c'est une des clés du succès. Puis on l'a vu, nous autres à Ottawa, les années qu'on a eu du succès, on a eu des bons Canadiens. Puis ça n'enlève pas le fait que ça te prend un bon carrière parce que c'est une ligue où il y a beaucoup de passes. Mais je suis convaincu que si tu es capable d'avoir des bons Canadiens et que tu prends ça au sérieux dans ton équipe, tu as bien plus de chances d'avoir du succès. Ah, c'est cool. Ben, c'était ça. Merci beaucoup pour ton temps, JP. Ça fait plaisir. Merci à vous. Très apprécié. Merci à toi. Puis, moi, je trouve ça super cool, votre projet. C'est vraiment le fun d'avoir des intervenants tout genre du football québécois qui peuvent avoir une plateforme pour s'exprimer, puis jaser de foot, puis de dire les vraies affaires. Fait que les jeunes, s'ils ne font pas la NFL, parce que je vous le souhaite, parce que c'est la NFL, je vous dis, la CFL, c'est toute qu'une expérience de vie. Puis je souhaite à tous les joueurs la semaine prochaine ou cette semaine de se faire repêcher, de vivre votre rêve parce que c'est une Christie belle expérience de vie puis c'est une maudite belle paye aussi. fait que sur ça, les gars, soyez prudents. Attention à vous autres puis on se parle bien vite. Yes, salut JP. À bientôt. Ciao.